Penser une ville de 180 000 habitants, quasiment du jour au lendemain, c'est une responsabilité énorme. Pour entrer dans ce sujet, compte tenu de l'urgence, nous avons cru bon d'abord de faire appel à l'université, étant moi-même enseignant. Puis, parallèlement, nous avons recherché des partenariats auprès de spécialistes ayant une vision qui dépasse celle de leurs simples compétences, comme Franck Boutet, qui est un consultant spécialiste des questions environnementales, ou encore Alphaville, programmiste. La carte que nous vous présentons n'est pas encore un schéma directeur. C'est une illustration qui fait une sorte de synthèse de l'ensemble des questions que nous nous sommes posées pendant un semestre. Elle témoigne d'un premier temps de réflexion, mais aussi de la volonté d'un petit groupe de personnes, responsables politiques, investisseurs, maîtres d'œuvre, d'agir pour faire œuvre utile ensemble. Songon est un grand territoire qui, dans sa zone centre, s'étend sur une dizaine de kilomètres. Nous avons mis du temps à saisir cette échelle pour comprendre que si nous devions nous préoccuper de façonner un ensemble urbain, celui-ci se fabriquerait plutôt par finalement l'adjonction de morceaux disjoints que par un ensemble continu et homogène. Pour imaginer le rapport du village à son extension, nous avons pensé que l'extension devait retrouver dans sa morphologie les caractéristiques du village, comme par exemple la grande rue, qui est le support de proximité. Mais aussi de pouvoir intégrer les nouvelles formes urbaines, que sont par exemple les gated communities que l'on voit aujourd'hui dans le Grand Abidjan, et qui témoignent d'une certaine angoisse en fait, des populations face à l'insécurité. Ou encore de permettre à l'autoconstruction de se développer sans que celle-ci ne vienne entraver la ville, mais puisse se faire avec la ville. Nous avons réfléchi à ce que pourrait être également l'identité de chacun des ensembles village-extension. Comment y inscrire des polarités pour... Nous avons par exemple imaginé que Songon-Cassemblé pourrait être le support de l'université, que Songon-Adiapoto pourrait être le support de la cité administrative, que Songon-Dagbé serait un centre d'affaires avec une zone commerciale, que Songon-Té, qui s'éloigne un peu de la densité de la ville pour rejoindre la lagune, pourrait être le support d'une base de loisirs avec un grand aréna. Nous avons pensé que chaque extension devait pouvoir être traversée d'est en ouest par de grandes avenues afin de se mailler avec les ensembles mitoyens. L'idée d'une grande artère à l'échelle de la ville, doublant la nationale plus au nord, a fait jour et cela confirmait les intuitions qu'avaient eues les étudiants lorsqu'ils avaient commencé à travailler sur ce sujet. Cette artère, ce grand boulevard, nous pensons qu'il devrait être dimensionné de telle façon à demain pouvoir supporter des sites propres pour des bus ou pour des tramways. Cette grande artère aussi devrait permettre d'éviter toute congestion sur la nationale. Et elle serait aussi l'occasion de dévoiler la qualité paysagère en fait, de Songon, montrer sa nature de ville verte en alternant, lorsque l'on pratiquerait cette artère, une immersion tantôt dans les quartiers et tantôt à travers les zones humides conservées. Les vallées existantes pourraient être doublées de vallées plus étroites, dont le rôle serait de fédérer les équipements de quartier et d'orienter les ensembles urbains vers la lagune. Elles auraient comme vertu de conduire les brises de la lagune dans la profondeur de la ville
et de conserver des terres arables pour imaginer une ville autosuffisante dans sa production vivrière. Reste la bande côtière, la frange entre la lagune et la nationale. Elle doit, de notre point de vue, rester propriété collective. C'est ici, en fait, que se trouve le territoire fragile. C'est donc ici qu'il faut accueillir des activités, mais en ayant souci de ménager le territoire. Pourquoi pas installer un grand parc, des promenades, les embarcadères pour pouvoir rejoindre Abidjan par voie d'eau. C'est ici que la ville doit exprimer son identité de ville lagunaire. L'enjeu du climat tropical à Songon, c'est de gérer les extrêmes climatiques de chaud et d'humidité, principalement. Ça incite à faire des bâtiments très poreux dans lesquels on va réussir à laisser rentrer le vent pour évacuer à la fois l'humidité et la chaleur. Évidemment, ça va à l'encontre du principe même des bâtiments qui est de se protéger de l'extérieur. Donc il y a donc une architecture à inventer par rapport à ça, et il y a aussi à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut anticiper à l'échelle de la ville pour le favoriser. C'est pour ça qu'on raisonne énormément à ce stade-là déjà sur des effets de vent et pour essayer de comprendre comment il peut s'infiltrer dans la ville et venir amener des différences de pression qui vont permettre d'aérer les bâtiments, d'aérer les espaces publics et donc de gérer à la fois l'humidité et la chaleur. Évidemment, il y a un enjeu fort aussi sur l'ombre, notamment dans l'espace public, qui doit protéger des rayons du soleil. En matière de développement durable, ce qu'on essaie de se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut partager à l'échelle de la ville ou à l'échelle de plusieurs opérations. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à Songon, c'est qu'on a plusieurs opérations isolées portées par des promoteurs. Poser sur la gestion des ressources, c'est qu'est-ce qu'on peut partager pour économiser les ressources, augmenter la qualité de vie sur le site. C'est très flagrant sur les questions énergétiques, par exemple. Si on veut exploiter des ressources géothermiques de la nappe, si on veut créer un réseau de froid qui permette de rafraîchir les bâtiments de manière efficace, il faut se poser ces questions de mutualisation et de gestion efficace de la ressource. Donc partir de la lagune sur l'urbanisation d'une ville nouvelle, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que cet écosystème-là peut apporter à la ville, mais surtout qu'est-ce que la ville peut lui apporter. C'est-à-dire qu'on a un écosystème qui ne va pas forcément très très bien, et l'urbanisation, a priori, a plutôt vocation à dégrader cet état naturel. L'ambition ici, c'est au contraire de se dire quelles sont les externalités positives qui vont être amenées par l'urbanisation pour bénéficier à la lagune. Et donc ça oblige à se poser la question de quelle relation avec l'interland d'un point de vue biodiversité, comment va arriver l'eau sur la lagune et comment va être traitée l'interface avec la lagune. Et ça notamment, il y a un gros enjeu sur la gestion du trait de côte, sur les mangroves. Et donc là, il y a toute une invention à faire sur la nature de ces écosystèmes et les usages qui vont avec. L'occasion, en travaillant sur un projet d'une telle envergure, de telle ampleur, donc la ville nouvelle pour 200 000 habitants, c'est qu'on peut penser une logique de redéveloppement de filière. Il y a à travailler ici à la fois, enfin réfléchir sur un procédé constructif et sur la matérialité même, le matériau constitutif des futurs bâtiments, qui puisse permettre de résoudre à la source les problématiques à la fois de performance énergétique et de confort. Donc apporter suffisamment d'inertie pour pouvoir atténuer les amplitudes thermiques, mais pas trop non plus, et en même temps travailler sur cette porosité aérolique. Donc ça oblige à développer, à la fois de réfléchir et de développer de nouveaux procédés constructifs et de matérialité. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que vu l'effet de masse qu'on a, ça peut permettre de réactiver des filières de construction traditionnelles, vernaculaires, historiques, qui ont été oubliées. Donc cette question des filières de localisme, des matériaux locaux et des savoir-faire locaux, pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental aussi à prendre en considération. Imaginez une ville nouvelle à Songon pour 200 000 habitants supplémentaires par rapport aux 50 000 qui sont en place aujourd'hui. C'est se poser des questions de climat, d'histoire, de culture. Alors sur la question du climat, on est dans un climat sous-équatorial, il fait à la fois très chaud toute l'année et humide toute l'année également.
On est à 5,3 degrés de latitude, donc très proche de l'équateur, avec une course du soleil particulière, un soleil qui monte à la verticale et qui va monter très haut. Donc ça, il faut pouvoir l'anticiper déjà dans la forme urbaine. Sur la question à la fois de la chaleur et de l'humidité, il y a un principe qu'on développe qui est d'utiliser l'air en mouvement, le courant d'air comme le meilleur des rafraîchisseurs. Et ça, donc, naturellement, dans l'organisation à la fois de la trame primaire, des espaces publics, de l'organisation des bâtiments les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est tout le principe qu'on a développé, qui est d'utiliser le courant d'air dans des corridors primaires, dans des corridors ensuite secondaires, et de l'amener jusqu'à l'échelle de l'îlot, et idéalement jusqu'au bâtiment, pour travailler cette porosité aérolique, on va dire, de la forme urbaine jusqu'au bâtiment, jusqu'à l'enveloppe, comme élément à la fois de rafraîchissement pour lutter contre l'humidité. Donc c'est un élément intéressant en termes d'efficience énergétique et en termes de confort, à la fois dans les espaces publics et dans les cellules à l'intérieur des habitats. Par rapport au soleil, donc on est à 5 degrés de latitude nord, donc avec un soleil très vertical. Donc ce qu'il faut protéger évidemment en priorité, c'est d'abord le plan horizontal, puisqu'on a un soleil qui va frapper très directement. Donc là, il y a des figures à la fois de la surtoiture, de la couverture protectrice, qui soit végétalisée, qui soit rétention d'eau, voire de production énergétique. Puis ce qui est intéressant, c'est d'anticiper déjà dans la forme urbaine le fait que des façades nord et sud sont presque autoprotégées, puisque le soleil va arriver très haut sur des façades nord et sud, donc il va être très peu pénétrant. Donc maximiser les façades sud-nord en minimisant du coup les façades qui elles vont recevoir beaucoup d'irradiation solaire, c'est-à-dire les façades est et ouest, ça c'est déjà un premier élément qu'il faut prendre en considération, qui est un élément vertueux à la source dans la forme urbaine. Les façades est-ouest vont prendre pas mal d'irradiation, ça va durer peu de temps, le matin et le soir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de jouer sur des effets de masque des bâtiments les uns par rapport aux autres, qui vont créer des phénomènes d'ombrage, et où, d'ailleurs, ça peut être complémentaire, de développer des principes de façade épaisse, des logiques de filtre, avec un premier filtre extérieur qui va permettre de se protéger de l'irradiation solaire forte, qui va permettre même de se protéger des pluies quand elles deviennent intenses et extrêmement désagréables à certaines périodes de l'année, et de créer un courant d'air. Donc le principe des filtres, c'est un élément intéressant qui permet de faire de l'autoprotection par rapport à des événements climatiques extérieurs qui peuvent être violents et de contrôler la cellule habitée, l'espace intérieur. Organique et organisé, c'est un petit slogan qui explique la philosophie du projet. Donc c'est un projet qui se base sur un besoin d'urbanisation structurée. C'est pour ça qu'on a donc une trame qui, d'est en ouest, va venir poser les jalons de la ville et qui va être au fur et à mesure chahutée par différents éléments de contexte naturel, tels que l'hydraulique, l'aérolique ou la biodiversité, et qui vont permettre à cette trame urbaine de bénéficier de services écosystémiques de la part des infrastructures naturelles pour le ruissellement, pour l'aération de la ville ou tout simplement pour les continuités écologiques. Notre approche est qu'une ville de 200 000 habitants a une aire d'attractivité qui est très importante, même si elle est captée en quelque sorte aussi par la métropole qui est Abidjan. On a souhaité donc positionner des programmes d'envergure métropolitaine qui font de Songon un lieu de destination. On a aussi souhaité se questionner sur tout ce qui était programmation de type agglomération en ville, comme par exemple une maternité, une mairie ou une gendarmerie, qui nous questionnent sur une aire d'attractivité un petit peu moindre. Et ensuite, on s'est aussi beaucoup interrogé sur qu'est-ce qui composait une centralité de quartier. C'est ce qu'on a appelé le noyau villageois. Et notamment, on s'est positionné sur la question des groupes scolaires et notamment aussi leur relation avec l'espace public et ce qu'ils pouvaient générer en animation sur des places publiques et aussi en équipements complémentaires, type équipement sportif.
L'objectif du projet urbain est bien d'articuler un contenu programmatique, ce qu'on pourrait entendre comme des chiffres, des objectifs de surface à construire, mais également de faire le lien avec un projet dessiné, avec les concepteurs, architectes qui vont dessiner plus précisément la forme urbaine. Tout notre enjeu réside dans la construction progressive de ce projet-là. On sait que les programmes vont mettre du temps à se construire, que ça va prendre peut-être plusieurs années, et que la ville, une fois réalisée, va continuer à évoluer. Tout l'objectif de la programmation est donc d'anticiper ces évolutions-là, de les rendre capables, et tout le travail avec les concepteurs a été de mettre en place une trame urbaine qui sera en capacité d'accueillir ces programmes tels qu'ils sont définis aujourd'hui, mais tels qu'ils seront définis demain. La force des traditions a jusque-là influencé le peuplement progressif de cette commune, de sorte à ce que les habitants d'aujourd'hui tissent entre eux vraiment une fraternité et qui réjaillit sur l'harmonie générale de la commune. Alors nous tenons à ce que cet esprit de solidarité, cet esprit familial, cette force des cultures et des traditions qui ont jusque-là préservé l'harmonie dans la commune, puisse servir de fil rouge un peu dans la construction de la ville nouvelle. On a une communauté villageoise qui de plus en plus commence à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On est propriétaire foncier, on a des besoins financiers, on a des besoins alimentaires, mais en même temps, on n'a pas envie de perdre notre identité, de perdre notre culture. Est-ce qu'il y a des solutions pour nous accompagner? L'urgence de Songon, justement, c'est ces 18 000 logements qui arrivent. Ce qui peut paraître original dans cette construction, c'est que la société concessionnaire est une société de droit privé, alors que sous d'autres cieux, on imagine des modèles mixtes, d'économie mixte. La deuxième approche, c'est que la structuration se fait à deux niveaux. Un premier niveau d'investisseurs qu'on appelait sponsors qui vont apporter le financement pour financer les études de faisabilité de ces projets de développement. De sorte à donner de la visibilité à un second niveau d'investisseurs qui, eux, financeront à travers des sociétés de projets, financeront des projets de développement. La troisième originalité, c'est que pour pouvoir, la mairie n'étant pas propriétaire du foncier, nous voulons donc impliquer la population dans un développement participatif à rentrer au capital de cette société de développement de sorte à ce qu'ils apportent avec elles le foncier nécessaire à ce développement. Ce sont des entreprises dont les propriétaires, entre guillemets, sont un peu originaires de la région. Donc de la région d'Abidjan, du groupe de la commune des Évriers. Et deux sponsors se sont positionnés justement sur cet investissement-là, qui va constituer, pour le principal en tout cas, à couvrir les charges de réalisation du master plan. Nous avons un droit foncier qui est un peu particulier puisque le détenteur des terres, ce sont les populations coutumières qui, dans les processus d'obtention des titres fonciers, n'ont pas besoin de l'aval de la mairie avant de les céder à des tiers. Nous risquons, puisque le processus d'accès à la propriété foncière et de cession à des tiers, si nous n'anticipons pas pour mettre en place un cadre de développement maîtrisé, eh bien, nous risquons d'avoir une occupation sauvage des terres qui ne répondra pas du tout à l'ambition que nous avons exprimée plus tôt. On a aujourd'hui à Abidjan, il faut vraiment le dire, des problèmes d'assainissement, des problèmes de transport, de déplacement, d'embouteillage. Et justement, à Songon, il faut anticiper. On a aussi l'exemple de villes qui n'ont pas eu le temps d'anticiper, bon, qui sont en train de se préparer, bien sûr, qui comprennent aujourd'hui ce qui se passe. C'est l'axe Bingerville, c'est l'axe Bassam. Et comme Songon, pour le moment, rien n'a encore été fait,
Donc l'urgence de la gouvernance locale de Songon, donc des autorités locales de Songon, c'est de planifier justement ce déplacement urbain. Nous avons de l'autre côté de la lagune une zone d'à peu près 5000 hectares, dont 3000 à peu près de forêts classées. Nous pouvons y développer une activité économique qui respecte les normes environnementales, à l'image de ce qui se fait un peu au niveau des parcs naturels. Et nous avons également à Abidjan une forêt qui s'appelle le Banco, qui est très bien exploitée dans ce sens. Et nous pensons que cette forêt pourrait être le poumon environnemental de la commune, tout en jouant un rôle économique pour les populations riveraines. Si on n'anticipe pas sur l'organisation de la ville, on n'aura que des logements, pas assez d'équipements, et donc l'idée de faire une vraie réflexion sur la ville. En plus, on a voulu aussi donner un modèle à la fois de gouvernance de ville, de financement de ville, d'organisation et de planification urbaine. Donc tout en un, on veut vraiment que Songon soit la première démarche de ville durable en Afrique. Songon, à quelques encablures d'Abidjan, doit jouer également un rôle écologique, en tout cas un rôle vert, en fait, doit être une commune verte, une commune durable, à côté d'Abidjan. Donc nous voulons pouvoir, dans son aménagement, préserver des espaces dédiés à la culture vivrière pour qu'autour d'Abidjan s'installe une espèce de ceinture verte. Mais également donc la nécessité d'y voir s'installer des industries polluantes pour ce rôle nourricier que l'on veut avoir vers Abidjan. Donc cette économie verte, nous pensons que elle peut être destinée à accueillir une technopole d'industrie qui travaille autour de la ville durable en Afrique. Donc tout ce qui va être recherche, tout ce qui va être formation, sur la thématique de la ville durable. Alors, les populations ébriées, donc, qui sont l'ethnie des populations autochtones d'Abidjan, sont réputées vivre de poissons. Parce que historiquement, les villages se sont installés tout le long de la lagune qui porte son nom d'ailleurs, Ébrié. Donc, ça avait une vocation économique puisque ça servait à faire du commerce, d'abord pour se nourrir et ensuite le vendre. Et c'est progressivement devenu aussi une activité culturelle puisque nous avons pas mal de jeux sur la lagune, des courses de pirogues et tout ça. Et donc à côté donc, de l'aspect purement touristique moderne comme on peut le concevoir, que la lagune et les eaux peuvent jouer pour la commune de Songon, il y a effectivement une dimension culturelle que nous pouvons mettre en valeur en organisant par exemple des biennales pour fêter ou pour célébrer la culture ébriée. Son souci de préserver cette tradition veut également pouvoir adosser un événement culturel de niveau international pour valoriser donc les patrimoines culturels hauts, mais également culturels denses, traditionnels, etc. Donc nous verrons bien, puisque nous profitons de notre présence à Venise, pourquoi pas imaginer que quelques ponts soient jetés entre Songon et Venise. Toute la réflexion sur la baie lagunaire est essentielle et une stratégie de ville attractive aussi pour les investisseurs, pour les industries, pour les activités économiques, pour anticiper aussi sur les équipements qui reçoivent la communauté des affaires. Ça pourrait être tout à fait des écoles, des restaurants, des zones d'activité commerciale. On a vraiment voulu à Songon
anticiper sur toutes les fonctions de la ville.